Bonjour, Yanis Constantinès. Merci beaucoup d'avoir donné cette conférence brillante autour de la notion d'autonomie. Alors d'un côté, il y a eu la notion d'autonomie chez Kant, dans laquelle on se réfère non-stop dans notre modèle actuel d'éthique médicale. Et le deuxième, c'est la représentation de l'autonomie de John Stuart Mill. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose sur ces deux représentations différentes de la notion d'autonomie, en lien aussi, dans un deuxième temps, avec l'éthique médicale? Alors voilà, c'est effectivement des conceptions opposées de l'autonomie. L'éthique kantienne est plutôt une éthique d'autonomie forte, autonomie morale, où le sujet doit être responsable de ses actions et agir surtout pour le bien agir. Alors que dans la pensée de Mill, qui parlerait plutôt de liberté que d'autonomie, d'ailleurs, pas de terme d'autonomie, alors que dans la pensée de Mill, il y a cette plutôt intérêt pour la liberté individuelle. Et donc l'insistance sur l'intérêt à agir moralement, plutôt que le fait d'agir moralement pour agir moralement, comme chez Kant. Donc ces deux sources ont différemment influencé l'éthique médicale, parce que si l'éthique médicale se réclame majoritairement de Kant, c'est lui qu'on met toujours en avant pour la notion de dignité, d'autonomie, de respect, notion de personne opposée à la chose, etc. Si l'éthique médicale est officiellement kantienne, en réalité, officieusement ou secrètement, elle est plus proche de Mill, parce qu'elle donne à l'autonomie le sens de faire ce que bon nous semble, suivre nos préférences, à condition qu'on puisse les exprimer. Donc, est autonome quiconque peut dire ce qu'il veut, et du coup n'est pas autonome celui qui ne réussit pas à exprimer sa volonté. Donc dès lors, on a une autonomie, un sens faible d'autonomie par rapport au sens kantien, où l'autonomie apparaît, Kant parlerait d'hétéronomie d'ailleurs pour l'autonomie de Mill, où l'autonomie apparaît comme la liberté de faire ce que je veux à condition de ne pas nuire à autrui. Et donc, quelle est la relation par rapport à autrui chez Kant? Parce qu'à un moment donné, chez Mill, la liberté s'arrête par rapport à la relation à autrui. Tandis que chez Kant, la relation à autrui, la relation à soi-même a aussi une implication éthique. Tout à fait. Il y a des devoirs envers soi-même, idée que Mill refusera, parce qu'il pense qu'on n'a pas de devoir envers soi-même, qu'on a simplement le devoir de ne pas nuire aux autres. Mais chez Kant, alors ça a été souvent remarqué, c'est très important, chez Kant, nous avons d'abord une responsabilité éthique envers nous-mêmes, et secondairement par rapport à autrui, mais c'est d'abord envers nous-mêmes. C'est pour ça que des auteurs comme Hans Jonas ou d'autres ont essayé d'élargir la responsabilité kantienne aux autres. Parce que chez Kant, le premier devoir est envers soi-même. Quelle est la relation alors qu'on pourrait avoir aujourd'hui entre le principe d'autonomie et le principe de bienfaisance? Est-ce que vous ne pensez pas que parfois le principe d'autonomie prend le dessus sur le principe de bienfaisance? Tout à fait. C'est une remarque que faisaient déjà Beauchamp et Childress, que l'autonomie entre en conflit parfois avec la bienfaisance. Si la bienfaisance suppose d'appliquer la logique médicale et de s'opposer aux demandes du patient. Donc la question devient très simple. Est-ce qu'on doit accepter la demande du patient sans qu'il ait à la justifier, donc principe d'autonomie, ou bien est-ce qu'on doit tout faire, tout mettre en œuvre pour le raisonner, pour le pousser à faire le bon choix, entre guillemets, le choix médical, le choix proposé par les médecins, donc pour principe de bienfaisance. Mais le souci, c'est que, et je pense à tort, le principe de bienfaisance, qui est un principe hippocratique au départ, est apparu comme un principe paternaliste, où on veut faire le bien de l'autre sans forcément lui demander s'il est d'accord, qu'on fasse ce bien pour lui. Et donc, du coup, on est très clairement dans le primat du principe d'autonomie sur le principe de bienfaisance. Est-ce qu'on pourrait concevoir un paternalisme doux? Comme la douce tyrannie de Tocqueville. Oui, d'ailleurs, il est en œuvre. Alors, moi-même, j'ai parlé à propos de l'éthique du care de maternage, puisque c'est plutôt des femmes. Mais il y a un retour au paternalisme, effectivement, discret, dans la mesure où on fait semblant de reconnaître l'autonomie du patient, en lui faisant signer, par exemple, des feuilles de consentement, tout en le manipulant ou en le poussant à faire certaines choses. Donc, l'important aujourd'hui, c'est l'autonomie procédurale, l'autonomie affichée,
c'est-à-dire le consentement donné par le patient, mais on ne s'interroge pas sur la facilité avec laquelle on obtient un consentement. Par exemple, si un patient refuse des soins, ça va attirer l'attention du médecin qui va faire beaucoup d'efforts pour essayer de le raisonner, éventuellement renoncer s'il n'y arrive pas. Mais si un patient accepte, c'est ce que les études montrent, si un patient accepte d'emblée ce que propose le médecin, jamais le médecin n'insistera pour vérifier qu'il a bien compris ce qu'on lui proposait. Donc on se contente d'un consentement verbal ou d'un consentement apparent, sans chercher réellement à voir ce consentement est éclairé. Ce consentement est vraiment une bonne compréhension de l'information donnée. Si je reviens avec la notion d'autonomie chez Mill, à un moment donné, il y a quand même une certaine représentation d'une autonomie d'une personne bien portante. Est-ce qu'il y a aussi des degrés d'autonomie ? Prenons les personnes atteintes d'Alzheimer. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait-il pas aller chercher un peu plus loin chez la personne cette notion d'autonomie, même si elle peut plus s'exprimer comme vous et moi ? Oui, absolument. Chez Mill, il y a déjà ces degrés-là. C'est-à-dire qu'il conçoit que tout le monde n'est pas également libre. Et donc il faut aider, mais c'est le seul moment où on intervient, il faut aider ceux qui ont un déficit de liberté à être plus libres. À partir de là, ils se prendront en main tout seuls. Mais on retrouve, nous, pour notre propos, plus directement ces degrés d'autonomie, effectivement, chez les personnes polyhandicapées et chez les personnes âgées démentes, par exemple, qui sont très dépendantes, parce qu'on va les qualifier déjà, juste l'étiquette personnes âgées dépendantes, on va faire de la dépendance leur essence. Alors qu'en fait, elles sont dépendantes, bien sûr, lourdement dépendantes, mais elles ont encore un peu d'autonomie. Elles ont encore une autonomie résiduelle. Donc l'idée, c'est, si on reconnaît qu'il y a des degrés d'autonomie, et qu'on ne fasse pas d'autonomie un bloc, ou quelque chose à prendre ou à laisser, et bien à partir de là, on va s'appuyer sur l'autonomie résiduelle, de la personne âgée, démente, pour développer son autonomie. Comme d'ailleurs, c'est une idée ancienne en fait, comme Pinel et Esquirol faisaient, les précurseurs du combat contre la santé mentale, contre la maladie mentale, comme Pinel et Esquirol le faisaient en s'appuyant sur la partie saine pour lutter contre la folie. Donc toujours cette idée qu'on doit présumer, même chez le fou, même chez la personne qui a des déficits cognitifs, on va présumer chez elle un reste d'autonomie et s'appuyer dessus. Une des questions qu'on pourrait se reposer, c'est que si la notion d'autonomie telle que vous la décrivez, elle arrive parfois peut-être dans un cul-de-sac pour certaines situations particulières, ne faudrait-il pas la repenser ou la déplacer dans un autre niveau ? Oui, alors c'est très compliqué de renoncer à la notion d'autonomie parce que tout le monde y est attaché, les patients y sont attachés, ça a un sens pour eux, même si ça n'a pas un sens précis. Les professionnels du soin aussi, ils se sont attachés à cette idée, à laquelle chacun donne un sens différent d'ailleurs. Le chirurgien ne donne pas le même sens à autonomie que le gériatre ou que le psychiatre, etc. Donc la notion est très floue, la notion est extrêmement complexe et embrouillée, mais le souci c'est qu'on y est attaché. Donc au départ, moi je suggérais de l'abandonner et de la remplacer par quelque chose de beaucoup plus concret, comme les attentes, les besoins ou les préférences explicites ou implicites de la personne, qui me semble plus justifié s'agissant de quelqu'un de malade, qui n'est pas forcément justement autonome au sens flatteur du terme. Mais après, il semble délicat enfin, personne ne le fera, personne n'abandonnera la notion. Donc à présent, je suggère de la nuancer, c'est-à-dire de parler d'autonomie réduite ou d'autonomie en situation, d'autonomie relationnelle. Donc de manière à montrer, de manière à tout de suite annuler la portée fantasmatique de l'autonomie, comme sorte de pouvoir presque magique de maîtriser sa vie, de maîtriser sa mort, de ne même pas souffrir de la maladie. Parce qu'on a cela aujourd'hui dans certaines visions de l'éducation thérapeutique, on a un fantasme de toute puissance par rapport à sa maladie, c'est-à-dire le patient expert oublie parfois qu'il est patient parce qu'il connaît bien sa maladie, il la connaît quasiment comme un médecin, donc il pense que le savoir lui redonne du pouvoir. Or, comme je l'ai dit, dans la conférence, c'est cette fiction de l'empowerment dont on parle beaucoup aux États-Unis, du patient, qui est en cause parce que c'est toujours le fait de donner une illusion d'autonomie, de rester dans cette autonomie fictive,
sans réellement voir ce qu'il y a derrière. Et du coup, ça occulte l'autonomie réelle, mais qui est beaucoup plus limitée, mais qui est bien là. Donc une certaine redécouverte aussi de la dépendance, une autonomie dans la dépendance par rapport à soi, à autrui, etc. Et la vulnérabilité. Voilà, ce qui serait parfait, plutôt que d'opposer autonomie et dépendance, autonomie et vulnérabilité, ce qui est parfait, c'est de tenter une périphrase comme autonomie assistée, autonomie dans la dépendance ou autonomie dans l'interdépendance, pour marquer cette dialectique, ce mouvement. Je pense que le vrai problème, c'est de figer la notion d'autonomie, justement, de ne pas tenir compte de ces degrés, de l'essentialiser, essentialiser la notion. En fait, l'autonomie, c'est un processus. On le voit avec l'enfance, par exemple, la découverte de l'autonomie, la conquête de l'autonomie. L'autonomie est un processus qui peut régresser aussi, en cas de maladie grave, en cas d'accident, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé, une qualité ou une capacité qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas. Donc, à partir de là, si on ajoute autonomie dans l'interdépendance ou autonomie assistée, on est plus dans la dialectique entre autonomie et vulnérabilité, sachant que chacun de nous, même lorsqu'il est autonome, est encore dépendant d'autrui. Par exemple, dans ce fameux besoin de reconnaissance dont parle Axel Honneth, cette idée que même la personne la plus autonome, entre guillemets, a besoin de l'estime sociale, a besoin d'être reconnue et ne supporte pas le mépris ou l'isolement dans lequel on la tient, même si on reconnaît du bout des lèvres qu'elle est autonome. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, pour avoir un exercice de l'autonomie, faut-il reconnaître en premier lieu une dépendance? Tout à fait. Je pense qu'effectivement, si on ne part pas de la réalité première de la dépendance, l'autonomie restera largement fictive et idéale. Si on présente l'autonomie déjà comme un point d'arrivée, comme quelque chose à conquérir plutôt que quelque chose d'acquis, là on comprend que l'autonomie devient concrète comme réduction de la dépendance. C'est ce que je dis pour les personnes âgées, par exemple. Le but n'est pas de les rendre autonomes, bien sûr, ce n'est pas jouable, et puis ils sont sur le déclin, sur la pente du déclin, cognitif, comportemental, etc. Mais le but, c'est de les rendre le moins dépendants possible. Donc on est toujours dans la question des degrés. Le moins dépendant possible, alors on pourrait dire positivement le plus autonome possible, mais on comprend bien qu'il s'agit de réduire l'autonomie plutôt que de réduire la dépendance, plutôt que d'encourager une capacité de décision qui n'est plus de mise. Et quel est le regard de la société face à cette représentation de l'autonomie? Alors, le regard de la société est une partie du problème, parce que l'autonomie, il ne faut pas l'oublier, est un fantasme puissant, est un idéal très gratifiant. Et on se prive pas aujourd'hui, dans la publicité, de jouer là-dessus. C'est-à-dire que, ça a été dit d'ailleurs par les éthiciennes du Caire, l'autonomie c'est le rêve de toute puissance, c'est le rêve de ne plus dépendre de rien. Par exemple, la publicité, c'est celui qui roule dans sa superbe voiture allemande, très rapidement, avec un grand sourire, les lunettes de soleil, la fenêtre ouverte. Donc, c'est cette idée qu'on ne dépend plus de rien et qu'on est entièrement libre. Mais c'est une liberté, évidemment, entièrement fictive, parce que déjà, on dépend des limites de sécurité, on dépend de la voiture, déjà. Et certains philosophes de la technologie, comme Don Ide, disent que l'homme moderne est une sorte d'appendice de sa voiture. Donc, lorsqu'il roule très vite, il a en fait ce qu'il trouve flatteur, c'est les capacités de sa voiture et pas ses propres capacités, parce qu'en fait, il est assisté. Ce qui me ramène, alors, le détour mental est grand, mais ce qui m'amène au suicide assisté. C'est-à-dire que le suicide assisté est une très belle illustration de cette contradiction, parce que ça paraît comme une affirmation d'autonomie. J'ai choisi le moment où je meurs, j'ai choisi le moment où je tire ma révérence, mais en même temps, je ne le fais pas seul. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être assisté, même dans cet acte autonome. Donc on voit toujours cette autonomie apparente qui est rongée sans cesse par la dépendance à autrui, qu'on le veuille ou non. Merci. Merci.